La plupart des aéroports sont équipés de cuisines géantes où les repas destinés aux passagers sont préparés pour différentes compagnies aériennes. Et comme ces ô combien délicieux repas doivent être concoctés environ 6 à 10 heures avant chaque vol, les cuisines doivent travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De plus, le menu de ton vol est généralement conçu jusqu'à 1 an en avance. C'est une pratique courante pour la plupart des compagnies aériennes, car chaque ingrédient compte et elles font très attention à ce qu'elles dépensent. Par exemple, American Airlines a réussi à économiser 40 000 $ par an à partir de 1987 en retirant une seule olive dans chacune des salades servies sur ses vols. Si tu as une longue escale entre 2 vols, te rendre à l'hôtel le plus proche pour te reposer n'est peut-être pas toujours l'option la plus économique. Il y a une bien meilleure astuce. Vérifie si l'aéroport ou la compagnie aérienne vante un accès de 24 heures dans son lounge ou son salon VIP. Dans la plupart des cas, tu y trouveras des collations et des boissons gratuites, mais tu pourras aussi utiliser des cabines de douche gratuites et des chambres pour te reposer à un prix très abordable. Il existe un terme pour désigner les 60 premières minutes qui suivent l'enregistrement, l'heure dorée. C'est le moment où les passagers dépensent statistiquement le plus d'argent dans les magasins et les zones duty-free des aéroports. Et installer les sièges les plus confortables dans ces zones situées juste en face des magasins est une astuce pour te pousser à faire du shopping. Quand on est assis sur un siège confortable, devant une enseigne ou une belle vitrine, on est vite tenté. Si tu as toujours voulu savoir ce qui arrive à tes bagages pendant que tu es à bord de ton avion, la réponse courte est que le personnel de l'aéroport n'en sait pas plus que toi. Car une fois que tu as quitté leur zone de compétence, ils ne se soucient plus vraiment de ta valise. Désolé. Les bagages sont triés automatiquement. Des machines scannent les codes barres et font le tri en fonction de la destination. Les 3 tâches des préposés aux bagages d'un aéroport sont 1. De faire passer tes sacs de la zone d'enregistrement à la porte d'embarquement. 2. De les faire passer d'une porte à l'autre lorsque tu as une correspondance. Et 3. De faire passer tes sacs de l'avion à la zone de retrait des bagages. Et c'est tout. Donc si ton bagage n'avance pas assez vite, il pourra être en retard pour ta correspondance. Ou à l'inverse, ton sac pourra arriver à ta destination avant toi si tu es coincé au contrôle des passeports. Un autre problème peut survenir si tu oublies de déchirer les vieux autocollants indiquant une destination différente. Dans ce cas, le scanner pourrait envoyer ton bagage dans le mauvais pays. Tu arrives à l'aéroport, impatient de passer quelques semaines loin du travail et de tes problèmes quotidiens. Tu gares ta voiture sur le parking, puis tu découvres que ça va te coûter une petite fortune de laisser ton véhicule sur place pendant tes vacances. Mais pourquoi est-ce si cher ? En fait, le parking d'un aéroport est une entreprise comme une autre. Le terrain sur lequel ces parkings sont construits, la construction du parking lui-même, l'entretien de l'ensemble une fois qu'il est en service, tout cela coûte une belle somme d'argent. Et il faut bien que quelqu'un paie pour cela, bien sûr. De plus, il n'y a rien de plus pratique que de pouvoir se garer juste à côté d'un aéroport. Et ce privilège ajoute encore au coût final. Si tu ne souhaites pas dépenser une telle somme pour un peu de confort supplémentaire, mieux vaut prendre un taxi. On prend souvent les traînées de condensation que les avions produisent à haute altitude pour des gaz d'échappement, mais la plupart du temps, il ne s'agit que de vapeur d'eau. Pendant un vol, l'humidité de l'air s'accumule dans les moteurs avant d'être évacuée. L'air chaud et humide qui sort des moteurs se mélange à l'air frais et sec présent dans les hauteurs, ce qui donne ces longues et fines traînées blanches. C'est l'humidité qui détermine la formation de ces traînées de condensation ainsi que leur persistance. S'il fait déjà humide là-haut, alors il y a davantage d'eau et les traînées de condensation sont plus visibles. Et s'il fait froid, les gouttelettes peuvent se transformer en glace et la traînée persiste beaucoup plus longtemps. Si quelqu'un parvenait à ouvrir la porte d'un avion en plein vol, il serait immédiatement aspiré hors de l'appareil par le changement soudain de pression. Cela pourrait également causer de graves dommages à l'avion lui-même. Heureusement, c'est presque impossible. La porte d'un avion de ligne s'ouvre vers l'intérieur et la pression de la cabine la pousse vers l'extérieur. La différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur rend impossible l'ouverture de la porte. Il peut sembler étrange que le personnel de bord se soucie de savoir si les volets de tes hublots sont relevés ou baissés. C'est principalement pour que les yeux des passagers puissent s'adapter à la luminosité extérieure. La plupart du temps, c'est simplement pour faire en sorte que les passagers embarquent et débarquent le plus rapidement possible. Mais en cas d'urgence, il est important que les passagers n'aient pas à s'habituer à la lumière avant de pouvoir évacuer l'avion.
L'autre raison pour laquelle les volets doivent demeurer ouverts lorsque l'avion est sur le point de décoller ou d'atterrir, c'est que l'équipe au sol doit être en mesure de voir s'il y a un problème à bord. Par exemple, s'il y a un incendie dans la cabine, cette équipe le remarquera immédiatement et agira au plus vite. Si les volets sont abaissés, ils risquent de ne pas voir ce qui se passe et mettront plus de temps à secourir les passagers et l'équipage. Tu as déjà remarqué les chiffres au bout de la piste de décollage ? Ils sont utilisés pour que les pilotes sachent dans quelle direction se trouve leur avion. Par exemple, le chiffre 36 correspond à un cap de 360 degrés ou plein nord. En plus des chiffres, les lettres R et L indiquent si la piste la plus proche est à droite, R, ou à gauche, L. Tous les avions de ligne dans lesquels tu voyages n'ont qu'une seule aile. C'est vrai, les ailes gauche et droite sont en fait les deux parties d'une seule aile. Les premiers avions étaient appelés biplans parce qu'ils avaient deux ailes, une sur le dessus et l'autre au-dessous du fuselage. Elles étaient reliées par des entretoises et des câbles, ce qui formait une sorte de boîte qui permettait à l'engin de ne pas se désagréger dans les airs. Cela était nécessaire à cette époque où les avions volaient à des vitesses plutôt faibles. Mais lorsque les moteurs ont gagné en puissance, la deuxième aile est devenue superflue. L'aile unique sert de support à l'ensemble de la structure. En regardant par le hublot situé près de l'aile de l'avion, tu verras un petit crochet double de couleur jaune. Cela semble étrange car on penserait que ça pourrait nuire à l'aérodynamisme. Mais en fait, il est là pour ta sécurité. En cas d'atterrissage d'urgence, on utilise ces crochets pour fixer les cordes qui permettent aux passagers de sortir de l'avion par les ailes. Si ces dernières sont glissantes, la corde te sera très utile. Tu ne tomberas pas en descendant. Il existe plusieurs courants d'air extrêmement rapides dans les hauteurs de l'atmosphère de notre planète. Leurs trajectoires sont sinueuses, mais leur débit est plus ou moins constant, ce qui permet aux avions de ligne de les utiliser. Lorsqu'un avion s'approche d'un courant de jet, il peut s'adapter à sa direction et voler beaucoup plus vite, propulsé par le flux d'air. De nombreuses compagnies aériennes utilisent ces courants afin de réduire les dépenses en carburant et rendre les voyages en avion encore plus rapides. Les nuages, en particulier les nuages d'orage, peuvent indiquer qu'une zone de turbulence est en vue. Mais il arrive parfois que des turbulences se produisent dans un ciel clair. Alors l'avion descendra de quelques mètres et se mettra à trembler sans aucun avertissement. Cela se produit lorsque deux masses d'air viennent se heurter à très grande vitesse. Et c'est absolument invisible, donc les pilotes ne peuvent pas savoir quand cela va avoir lieu. Les chances de se retrouver dans une telle zone de turbulence sont plus élevées à basse altitude, au-dessus des chaînes de montagnes et près des courants de jet. Normalement, quand un avion a été frappé par la foudre, il est envoyé en inspection immédiatement après l'atterrissage, mais il terminera son vol sans aucun problème de sécurité. Le fuselage conduit assez bien l'électricité, et comme avec un paratonnerre, la foudre frappera le plus souvent l'une des extrémités de l'avion, soit l'une des ailes, soit le nez de l'appareil. Le courant cherchera ensuite la terre, mais ne la trouvera pas et sortira finalement par la queue. L'électricité glisse sur la surface de l'avion au lieu de pénétrer à l'intérieur. Les personnes à bord sont donc à l'abri de ces effets. Cependant, la foudre étant un phénomène puissant, il se peut que l'extérieur de l'avion soit un peu endommagé. Les lettres SSSS sur ta carte d'embarquement constituent-elles une raison de t'inquiéter ? Qu'est-ce qui est beaucoup plus dangereux que les turbulences ? Faut-il essayer d'être le premier à monter dans l'avion ? Tu es sur le point de le découvrir. Tu as peut-être remarqué que la plupart des avions ont des sièges bleus. Il n'y a pas de mystère. Les compagnies aériennes choisissent cette couleur car elle est considérée comme ayant un effet calmant. Cette couleur est censée mettre les passagers à l'aise et aider même les voyageurs les plus nerveux à se détendre. Mais il y a aussi une autre raison plus pratique. Les taches, la saleté et les traces sont moins visibles sur un tissu bleu foncé. Ne jette jamais ta carte d'embarquement dans un lieu public. Elle contient des tonnes d'informations sensibles te concernant, notamment ton nom et ton numéro de voyageur fréquent. Ces informations peuvent permettre à quelqu'un d'autre de consulter tes futures réservations, de changer ton siège, voire d'annuler tes vols. La meilleure façon de gérer la carte d'embarquement d'un vol que tu as déjà pris est donc de l'emporter chez toi et de la passer dans une broyeuse à papier. À propos, si tu vois les lettres SSSS ou S sur ta carte d'embarquement, prépare-toi à des contrôles de sécurité supplémentaires. Au lieu de ces lettres, il peut y avoir un motif damier. Quoi qu'il en soit, si tu as l'une de ces marques, ton bagage à main peut également subir une inspection approfondie.
Mais pourquoi pourrait-il te choisir toi pour un contrôle secondaire? Certains de ces critères sont de faire une réservation pour un aller simple ou de payer ton billet en espèces. Dans certains cas, la sélection est aussi totalement aléatoire. Regarde, ta porte est ouverte et l'embarquement a commencé. Attends, où vas-tu en courant? Inutile de te dépêcher. L'astuce des globetrotters expérimentés est de toujours embarquer en dernier. D'abord, tu ne perds pas de temps à faire la queue. Ensuite, il y a moins de gens sur la passerelle et dans l'allée. Et tu passes finalement moins de temps dans l'avion. De toute façon, personne ne va prendre ta place, tu sais. Cependant, il y a une exception. Si tu as un bagage à main volumineux, il peut être plus judicieux de ne pas embarquer en dernier. Sinon, il y a de fortes chances que tout le compartiment à bagages soit occupé avant que tu arrives à ton siège. Ton bagage pourrait alors se retrouver dans une autre partie de l'avion et tu devras attendre que les autres passagers débarquent avant de pouvoir le récupérer. Flûte! Avant le décollage et l'atterrissage, les agents de bord actionnent généralement un petit interrupteur sur la porte des toilettes. Cela l'empêche de s'ouvrir quand elle n'est pas censée le faire. Avec la même facilité, un agent de bord peut ouvrir la porte lorsque quelqu'un se trouve à l'intérieur. Il suffit de soulever le panneau toilette et de mettre la poignée en position déverrouillée. Les pilotes ne se soucient pas franchement des turbulences. C'est parce qu'ils savent qu'il existe une chose bien plus dangereuse que n'importe quelle turbulence. Les courants ascendants. Dans la plupart des cas, les turbulences te font chuter de quelques mètres seulement, même si tu as l'impression de tomber de l'Empire State Building. Si la turbulence est suffisamment forte pour que les pilotes demandent aux hôtesses de l'air de s'asseoir, l'avion peut descendre de 3 à 6 mètres. Mais en fait, les turbulences les plus extrêmes et les plus violentes sont très rares. Un courant ascendant, lui, est une grande masse d'air, faisant partie d'une tempête ou d'un autre phénomène météorologique qui se déplace vers le haut. Or, les pilotes ne voient pas les courants ascendants sur leur radar la nuit. Et lorsqu'un avion en rencontre un, c'est comme s'il roulait sur un énorme dodan à 800 km/h. Un courant ascendant est également extrêmement dangereux, car il peut pousser un avion vers le haut à des altitudes dangereuses. Les avions modernes sont équipés d'un système spécial qui détecte les autres avions, les montagnes et différents objets solides sur leur trajectoire. À 16 km d'un autre avion, et une voix dans le cockpit commence à répéter « Trafic, trafic ». 8 km de plus et la même voix commence à donner des instructions aux pilotes. Les avions peuvent fonctionner avec un seul moteur, même pendant le décollage et l'atterrissage. Une panne simultanée des deux moteurs est presque impossible à imaginer. Mais dans ce cas, un avion ne tomberait pas du ciel comme une pierre. Les pilotes auraient jusqu'à 20 minutes pour trouver un endroit approprié pour atterrir. La façon dont la cabine est pressurisée a un effet important sur tes papilles gustatives. Tu perds jusqu'à 30% de ta capacité à goûter les choses sucrées et salées. En d'autres termes, ce n'est pas que les aliments servis dans les avions ne sont pas goûteux, mais tu ne ressens pas leur saveur. C'est aussi la principale raison pour laquelle les sociétés de catering des compagnies aériennes ajoutent du sel et des épices aux plats qu'elles préparent. Mais tu sais ce qui pourrait t'aider? Des écouteurs anti-bruit. Pour une raison mystérieuse qui a probablement une explication scientifique, le fait de couper tout le bruit environnant peut aider tes papilles gustatives. Chacun de ces dings que tu entends pendant le vol a aussi sa propre signification. Dans la plupart des compagnies aériennes, un boom peu après le décollage indique que le train d'atterrissage est en train de se rétracter. 3 dings consécutifs signifient qu'il y a plus d'urgence qu'un seul. Une sonnerie aiguë informe les membres de l'équipage que leurs collègues ont besoin d'eux dans une autre partie de l'avion. 3 sonneries basses signifient qu'il y a de sérieuses turbulences à venir. Les membres de l'équipage sont censés ranger les chariots de repas, prendre place et attacher leur ceinture. Si tu es un passager nerveux, choisis un siège au milieu de la cabine. Les turbulences affectent principalement les parties avant et arrière de la cabine. La partie centrale qui se trouve au-dessus des ailes ne tremble pas autant. Les pilotes et les copilotes prennent des repas différents. La raison de cette précaution est très simple. Imagine que les deux pilotes mangent le même plat et qu'ils aient une intoxication alimentaire. Dans ce cas, aucun des deux ne sera capable de contrôler l'avion. S'ils veulent toujours avoir le même plat et ne veulent pas accepter de prendre autre chose, il y a un filet de sécurité. Les pilotes ne prennent pas leur repas en même temps. Si un pilote a mangé le plat et se sent toujours bien plusieurs heures plus tard, l'autre pilote peut lui aussi prendre son repas. Que dirais-tu si on te demandait quel est l'endroit le plus dégoûtant dans un avion? Non, ce n'est pas le siège des toilettes. Ce n'est même pas dans les toilettes. Les hôtesses de l'air recommandent de faire particulièrement attention aux appuis-têtes, aux pochettes des sièges, aux tablettes et aux ceintures de sécurité.
Des expériences ont montré qu'un tiers de toutes les ceintures de sécurité sont couvertes de champignons et de moisissures. La plupart des tablettes sont couvertes de bactéries. Les poches des sièges sont également très sales. Mais les appuis-têtes sont les plus sales de tous. Dans la plupart des cas, les agents de bord n'ont pas le temps de les changer ou de les désinfecter entre les vols. Si le commandant de bord annonce qu'il est en train de terminer des formalités administratives, cela signifie qu'il est occupé à réviser l'itinéraire du vol ou à attendre que le personnel au sol prépare le carnet de vol. Il s'agit d'un journal qui contient le compte-rendu officiel d'un voyage. Certains avions, en particulier les longs courriers, disposent de chambres secrètes où les membres d'équipage peuvent se reposer. Ces chambres, appelées compartiments de repos de l'équipage, sont situées à l'arrière de l'avion ou derrière le cockpit. Un tel compartiment peut compter jusqu'à 10 lits confortables où les agents de bord peuvent se reposer. Les fenêtres de l'avion sont fabriquées en plexiglas super résistant qui peut supporter facilement des vitesses élevées. Les vitres ont une forme spéciale, de sorte que la pression élevée à l'intérieur de la cabine les pousse contre le fuselage de l'avion. En d'autres termes, les fenêtres d'avion ont vraiment très peu de chances de se casser. Autrefois, les fenêtres d'avion étaient carrées, mais la pression s'accumulait dans les coins de ces fenêtres, ce qui en faisait des points faibles par excellence. Cela signifie que chaque fenêtre carrée avait 4 points faibles. Ils étaient donc susceptibles de s'écraser sous l'énorme pression des hautes altitudes. Heureusement, la conception de fenêtres d'avion incurvées a résolu ce problème une fois pour toutes. Cette forme répartit la pression et réduit la probabilité de fissure ou de tout autre dommage. Les avions sont régulièrement frappés par la foudre, au moins une fois par an ou une fois par 1000 heures de vol. De nos jours, c'est totalement sûr. La charge électrique traverse simplement la coque en aluminium de l'avion. Elle ne cause aucun dommage à l'avion. Mais savais-tu que les avions ne sont pas seulement frappés par la foudre, mais qu'ils la déclenchent également ? Lorsqu'un avion traverse un nuage, la friction entre son fuselage et l'air crée de l'électricité statique. Et parfois, cela peut provoquer des éclairs. Tu fais chauffer un paquet de pop-corn au micro-ondes et il reste de petits grains non éclatés. Tu peux t'en débarrasser avant d'ouvrir le sac. Tu vois ce petit trou minuscule en haut ? Secoue le paquet au-dessus de l'assiette et tous les grains non éclatés tomberont par le trou. Il est beaucoup plus facile de décoller les post-it par le côté, plutôt que de bas en haut. Ainsi, le papier reste plat et son côté bas ne se recourbe pas. Pèle tes bananes en commençant par le haut, ainsi tu n'auras pas à presser le bas du fruit. Le trou sur le manche d'une casserole peut être utilisé non seulement pour l'accrocher au mur, mais aussi pour y insérer une cuillère pendant que tu prépares une soupe. Les récipients en carton contenant de la nourriture chinoise peuvent être ouverts de façon à ce que les 4 parois en papier reposent à plat sur la table. Il suffit donc de déplier le récipient. Ainsi, tu obtiendras une assiette très pratique et les aliments brûlants refroidiront plus vite. Un moyen facile de peler une orange est de couper le haut et le bas du fruit, puis de la couper en deux, et enfin d'ouvrir le fruit. Peu de gens savent utiliser correctement un oreiller de voyage. Habituellement, les 2 extrémités du coussin en forme de U sont dirigées vers l'avant. La position correcte consiste à mettre l'oreiller dans l'autre sens. L'arc doit être sous ton menton et les 2 autres extrémités doivent être tournées vers l'arrière. Ton cou sera beaucoup mieux dans cette position et tu feras une excellente sieste. Ton ventilateur de plafond a 2 modes, un pour l'hiver et un pour l'été. Une fois que tu as trouvé l'interrupteur, positionne-le vers le haut pour enclencher le mode hiver, ou vers le bas pour le mode été. En mode été, le ventilateur pousse l'air vers le bas, tandis qu'il aspire l'air vers le haut en mode hiver. Selon les règles de l'étiquette, tu dois d'abord laisser sortir ceux qui quittent une pièce, un bâtiment ou un ascenseur. Et seulement ensuite, tu peux entrer. Si tu es à l'intérieur, alors c'est toi qui sors en premier. Cette règle simple te permettra d'éviter une collision. Dans les restaurants et les cafés, il y a souvent des cure-dents sur la table. La plupart des gens les utilisent de manière incorrecte en se curant les dents immédiatement après avoir mangé. La façon convenable et cultivée de le faire est d'aller aux toilettes et de retirer discrètement et soigneusement tous les restes de nourriture de ta bouche. Voici la bonne façon d'attacher un sac poubelle sans le déchirer. N'attache pas les fines lanières ensemble. Tiens-les en l'air. Fais un nœud avec le sac et enroule les lanières autour du nœud en passant par la boucle. Pour bien sécher tes chaussures dans le sèche-linge, tu dois attacher les lacets ensemble. Puis mettre les chaussures à l'intérieur du sèche-linge, mais laisser les bouts des lacets dépassés.
Ferme enfin le couvercle de façon à ce qu'il prenne en tenaille les lacets. Les écouteurs filaires s'adaptent beaucoup mieux à ton oreille si tu les mets de manière à ce que les pointes avec le fil soient dirigées vers le haut. Ensuite, le fil peut être placé autour du pavillon de l'oreille. Ainsi, tes écouteurs ne tomberont pas. Une épingle à cheveux doit être fixée avec le côté ondulé plus près de la tête, afin qu'il ne tombe pas de tes cheveux. Ne te brosse pas les dents avec une brosse à dents électrique en faisant des mouvements rapides. La brossette doit passer en douceur entre les dents. Tu peux ouvrir un sachet de sucre d'une seule main. Tiens le sac au-dessus de ta tasse. Place-le sur ton index et ton majeur, puis presse ton pouce au milieu du sachet. Cela en déchirera le centre et le sucre s'écoulera facilement. Lorsque tu verses du jus ou du lait dans un verre, garde l'ouverture de la brique en haut et il y aura ainsi moins d'éclaboussures. Tu portes des lunettes de soleil et tu entres à l'intérieur. Où vas-tu les mettre? Les laisses-tu sur ta tête? Les accroches-tu au col de ta chemise ou les mets-tu dans ta poche? Le meilleur moyen est de mettre les lunettes dans la poche de poitrine, avec les verres à l'intérieur et une seule branche qui dépasse de la poche. Tes lunettes seront en sécurité et les verres seront protégés des dommages. Lorsque tu tires la chasse d'eau, couvre toujours les toilettes avec le couvercle. De petites particules d'eau sale et de germes éclaboussent lorsque tu tires la chasse et que tu laisses le couvercle ouvert. Tu n'as pas besoin d'arracher l'emballage en plastique de la tablette du lave-vaisselle et de l'émietter. Il suffit de la mettre en entier dans le réservoir et de le fermer. L'eau dissoudra la feuille. Cela ne fonctionne pas avec toutes les marques, alors vérifie les instructions. Le compartiment sous le four ne sert pas uniquement à stocker des casseroles et des poêles. Tu peux y mettre des plats avec de la nourriture. La chaleur du four gardera les aliments au chaud. C'est utile lorsque tu attends des invités qui sont en retard. Presque tout le monde a une ventouse avec une forme ronde en caoutchouc, au cas où il faudrait déboucher les toilettes, comme on le voit dans certains films. En réalité, cette ventouse est nécessaire pour déboucher l'évier. Pour les toilettes, il faut utiliser un autre type de ventouse. Tu manges des faritas et toute la nourriture tombe de l'autre côté. Place une autre tortilla sur ton assiette. Et la nourriture tombée pourra être utilisée pour une autre farita. En utilisant un éplucheur de légumes, la plupart des gens ne font qu'un seul mouvement d'avant en arrière pour enlever la peau. Ensuite, ils remettent la lame en place en épluchant à nouveau. Tu peux couper la peau dans les deux sens sans relever l'éplucheur. Cela sera plus rapide et plus efficace. Ne rentre pas la ceinture du peignoir dans les boucles du dos. Sors-la complètement et enfile-la simplement dans les boucles latérales. Ensuite, attache la ceinture comme tu le souhaites. De cette façon, le peignoir tiendra mieux sur ton corps. La plupart d'entre nous utilisent mal les protections de siège de toilette en papier. La bonne façon de faire est de mettre le papier de sorte que le côté rond au milieu pointe vers la partie arrière des toilettes. Les publicités nous montrent que nous devons recouvrir toute la surface de la brosse à dents avec du dentifrice. En réalité, une noisette suffit pour se brosser les dents. Mais les fabricants veulent que tu utilises le dentifrice rapidement et que tu en achètes un autre. C'est pourquoi ils te montrent cette façon erronée et peu économique de l'utiliser. La plupart d'entre nous utilisent mal le déodorant. La façon la plus efficace de le faire est de l'appliquer le soir avant d'aller se coucher. La façon la plus simple d'éplucher l'ail est de le mettre au micro-ondes. Coupe la partie supérieure, puis mets l'ail au micro-ondes pendant 20 à 30 secondes. La peau s'arrachera beaucoup plus facilement. La plupart des gens coupent la pizza du centre vers le bord. La garniture tombe alors de la pâte, et il faut s'y reprendre à plusieurs fois. La façon correcte et pratique de le faire est de couper la pizza en travers, d'un bord à l'autre. Tu n'auras besoin que de 2 coupes pour diviser la pizza en 4 tranches, 3 coupes pour la diviser en 6, et ainsi de suite. Il n'est pas nécessaire d'envelopper ta valise avec un film plastique protecteur. Tu peux simplement mettre un t-shirt autour. Assure-toi que la poignée dépasse du col. Et n'oublie pas de faire une petite découpe pour la poignée latérale. La tablette fixée au siège devant toi dans l'avion peut aussi être utilisée comme hamac pour tes pieds. Il suffit d'attacher une ceinture, une couverture ou une serviette autour de la tablette et d'y suspendre tes jambes. Pour aller à une lettre ou un mot sur l'écran de ton téléphone, il n'est pas nécessaire d'appuyer ton doigt sur la zone de texte. Appuie sur le bouton espace et maintiens-le enfoncé pour contrôler le curseur. Cela fonctionne sur tous les iPhones. La fonction Spotlight sur ton Mac n'est pas seulement conçue pour la recherche rapide de fichiers et d'applications.
Tu peux utiliser la barre de recherche comme une calculatrice. Il suffit d'entrer une opération mathématique que tu veux résoudre. Spotlight utilise également les données du dictionnaire interne. Saisis n'importe quel mot et obtiens des données du dictionnaire sur ce mot. Si tu as faim et que tu ne sais pas quoi commander dans un restaurant, il existe des applications mobiles spéciales pour t'aider. Elles te montrent l'aspect du plat, sa taille et son poids. Lorsqu'il fait trop froid dehors, les avions sont souvent retardés ou, dans des cas extrêmes, carrément annulés. Tout d'abord, s'il neige abondamment, cela réduit considérablement la visibilité, ce qui rend le roulage et le décollage dangereux. Pendant un blizzard, le contrôle aérien peut ordonner à l'avion de rester au sol et d'attendre que la tempête se calme. La glace sur la piste est un autre problème. Le train d'atterrissage d'un avion n'a rien à voir avec les roues d'une voiture et il ne peut pas être équipé de crampons pour éviter qu'il ne dérape. Et même si c'était possible, un avion doit développer une vitesse au sol bien plus élevée qu'une voiture pour décoller avec succès. Si la piste est verglacée, l'avion peut facilement glisser. Cela s'est d'ailleurs déjà produit dans l'histoire. En janvier 2014, l'aéroport JFK de New York a été fermé après qu'un avion a dérapé de la piste et s'est retrouvé dans la neige. Heureusement, personne n'a été blessé, mais le personnel de l'aéroport a dû extraire l'avion de la neige et même la police s'est jointe aux efforts. Même histoire pour l'atterrissage, qui est encore plus délicat dans des conditions de gel, car un avion se trouve dans un environnement beaucoup moins contrôlé et voyage à des vitesses encore plus grandes. De plus, alors qu'un avion sur le point de décoller et qui dérape finira probablement par s'immobiliser dans une zone ouverte, celui qui est sur le point d'atterrir pourrait finir par s'écraser sur les infrastructures de l'aéroport. Inutile de dire que c'est beaucoup plus dangereux pour tout le monde. Des conditions météo froides peuvent aussi provoquer la formation de givre et de plaques de glace sur l'avion lui-même. Les avions sont soigneusement conçus et toute altération de leur structure peut causer d'énormes problèmes. Comme le disent les pilotes expérimentés, même une fine croûte de glace sur les ailes d'un avion peut perturber leur conception délicate et détruire la portance. Les avions peuvent cependant être dégivrés. Le personnel de l'aéroport les asperge généralement d'une solution spéciale qui empêche la glace de s'accumuler sur la surface de l'engin. Mais revenons à la piste. Si elle est couverte de glace, tu ne peux pas faire grand-chose. À moins que le soleil ne brille, les chances d'enlever la glace de la chaussée en toute sécurité sont presque nulles. Il y a aussi le risque d'endommager la piste, de faire des nids de poules, ce qui peut entraîner des problèmes de sécurité pour le décollage et l'atterrissage. Imagine que tu passes sur un nid de poule en voiture à pleine vitesse. C'est plutôt désagréable. Et maintenant, multiplie ça par 1000, car un avion est beaucoup plus lourd qu'une voiture. Et n'oublie pas que le train d'atterrissage n'est pas aussi maniable qu'une roue. Le kérosène et le système de pompage peuvent aussi geler si la température est trop basse. Le carburant gèle à moins 40 degrés Celsius, mais cela ne peut se produire qu'au vol avant le décollage. À une altitude de croisière, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 57 degrés Celsius. Mais comme le liquide est à l'intérieur de l'avion et qu'il se consume régulièrement, il y fait beaucoup plus chaud. Au sol, cependant, rien n'empêche le carburant de se transformer en glace. Si cela se produit, aucun décollage n'est possible, évidemment. Il en va de même pour le système de pompage. Même si le carburant est encore liquide, la pompe peut se couvrir de glace et cesser tout simplement de délivrer le carburant dans les réservoirs de l'avion. Dans le pire des cas, elle peut même tomber en panne, ce qui entraîne des réparations importantes et des retards prolongés. Enfin, les équipes au sol doivent faire un gros travail avant le décollage ou l'atterrissage, et ces personnes ne peuvent pas supporter le froid glacial trop longtemps. Ce problème est souvent résolu par le tag teaming. Un groupe de travailleurs part sur le terrain pour faire le travail, tandis que l'autre les attend dans un abri. Au bout d'une vingtaine de minutes, le premier groupe revient se réchauffer et le second reprend le travail là où le premier l'a laissé. Bien que cette méthode soit efficace, elle ralentit quand même beaucoup les opérations, ce qui peut aussi causer des retards. Mais malgré tous les problèmes que le temps glacial peut causer, il est en fait plus bénéfique pour un avion que la chaleur extrême. L'air froid est plus dense que l'air chaud, donc les avions gagnent plus de portance et restent plus sûrs dans les airs. Ils sont aussi plus faciles à contrôler en vol. Les molécules d'air sont plus lentes et plus proches les unes des autres, ce qui crée un flux d'air régulier autour des ailes et du cockpit. À haute altitude, l'air devient naturellement plus fin car les molécules d'air se dispersent et se font plus rares. C'est exactement la raison pour laquelle les avions ne peuvent pas atteindre les couches supérieures de l'atmosphère. Il n'y a tout simplement pas assez d'air pour créer une portance suffisante.
La même chose se produit lorsqu'il fait trop chaud au sol. Les molécules d'air deviennent plus rapides et se dispersent, ce qui signifie que les ailes de l'avion n'ont pas autant d'air à pousser pour voler. Pour décoller dans une chaleur extrême, un avion doit se déplacer beaucoup plus rapidement pour générer suffisamment de résistance à l'air et de portance. Mais pour se déplacer plus rapidement, il a besoin que ses moteurs fonctionnent mieux et c'est également impossible lorsqu'il fait trop chaud. Lorsque l'air devient plus fin, la quantité d'oxygène diminue aussi. Et les moteurs à réaction utilisent l'oxygène de l'atmosphère pour la combustion. Lorsqu'ils manquent de cet élément crucial, ils ne peuvent pas convertir suffisamment d'énergie en poussée, ce qui signifie une accélération plus lente et un rendement énergétique globalement moins bon. Le problème est donc que l'avion doit avoir une plus grande distance de piste pour accumuler suffisamment de vitesse et de portance pour décoller. Mais il ne peut pas le faire parce que ses moteurs ne fonctionnent pas au mieux de leur capacité. Cela ne cause généralement pas de problème, mais seulement jusqu'à un certain point. Lorsque la température au niveau du sol atteint environ 49 degrés Celsius, certains vols peuvent être annulés, car il est tout simplement dangereux pour eux d'essayer de décoller. D'autres avions sont plus résistants à la chaleur et plus puissants, mais cela dépend aussi du degré de chaleur. Certains avions doivent même réduire leur poids en retirant une partie de leur carburant, de leur cargaison ou même de leurs passagers lorsqu'il fait trop chaud. Une charge plus légère signifie une meilleure accélération avant le décollage et permet d'éviter les annulations. Mais cela signifie aussi que les avions ne fonctionnent pas au maximum de leur capacité. L'altitude de croisière moyenne d'un avion est d'environ 35 000 pieds, soit presque 10 700 mètres. Techniquement, ils n'ont pas besoin de voler aussi haut, mais cette altitude donne la meilleure vitesse et la meilleure efficacité. L'air devient plus fin à haute altitude, ce qui signifie moins de résistance au vent, mais moins de portance. Pour la plupart des avions commerciaux, la zone entre 30 000 et 40 000 pieds est la fourchette idéale dans laquelle les deux facteurs s'équilibrent. Tu n'utilises probablement pas un ordinateur portable datant de 1999 et ton ordinateur ne vole pas à une vitesse proche de celle du son. Heureusement, les avions ont une durée de vie beaucoup plus longue que les ordinateurs. Il y a des avions de ligne du début des années 70 qui sont encore en parfait état. Ils ne sont peut-être pas à la pointe en termes de vitesse et d'efficacité énergétique, mais les vieux avions ne sont pas moins sûrs que leurs homologues modernes. Les contrails, ces traînées blanches que les avions laissent souvent derrière eux à haute altitude, sont facilement confondus avec les gaz d'échappement des moteurs, mais la plupart ne sont rien d'autre que de la vapeur d'eau. Pendant un vol, l'humidité de l'air s'accumule dans les moteurs avant d'être évacuée avec les gaz d'échappement. L'air chaud et humide qui sort des moteurs se mélange à l'air frais et sec que l'on trouve à haute altitude, ce qui donne lieu à de longues et fines lignes de vapeur. L'humidité détermine quand les traînées de condensation se forment et combien de temps elles restent visibles. Tu as déjà remarqué ces chiffres au bout de la piste d'atterrissage ? Ils servent en fait à montrer au pilote dans quelle direction l'avion est orienté. Par exemple, le chiffre 36 correspond à un cap de 360 degrés ou plein nord. En plus des chiffres, les lettres R et L indiquent si la piste la plus proche est à droite ou à gauche. Les lumières au bout des ailes d'un avion sont appelées feux de position ou feux de navigation, et elles sont utilisées pendant les périodes de visibilité réduite. Elles permettent de voir les avions dans l'obscurité et peuvent aussi indiquer au pilote la direction dans laquelle l'avion se déplace. Le feu rouge marque l'extrémité de l'aile gauche, tandis que le feu vert se trouve à droite. La troisième lumière est blanche et se trouve sur ou près de la queue. Il peut sembler étrange que le personnel navigant se soucie de savoir si les stores des hublots sont relevés ou baissés, mais la raison principale est que les yeux des passagers peuvent s'adapter à la lumière extérieure. La plupart du temps, il s'agit simplement de faire monter et descendre les gens rapidement, mais en cas d'urgence, la dernière chose qu'ils veulent, c'est que les gens s'arrêtent pour adapter leur vue avant d'évacuer l'avion. Les turbulences sont causées par des altérations soudaines des courants d'air et il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Mais si ce que je te dis ne suffit pas à te rassurer, essaie cette visualisation mentale suggérée par un pilote. Mets un morceau de serviette dans un pot de gelée. La serviette représente l'avion et il est entouré de gelée. Ah non, pardon, il est entouré de pression atmosphérique. Si tu secoues la gelée, la serviette ne va pas tomber, elle se met à bouger. Dès que l'avion atteint son altitude de croisière, on dirait que le bruit du moteur disparaît complètement. Pas d'inquiétude, le moteur fonctionne encore parfaitement. Le bruit diminue beaucoup par rapport au décollage parce que la propulsion diminue, c'est tout. L'air se raréfie et l'avion a besoin de moins de puissance pour rester en altitude. Si les pilotes maintenaient la même puissance qu'au décollage, l'avion dépasserait le mur du son. Et cela ne fait pas partie du plan.
Ce petit trou à l'arrière des gouvernes des avions fait partie du bloc d'alimentation auxiliaire. Il sert à produire l'énergie nécessaire à l'avion, à ses lumières, à ses contrôles de navigation, au chauffage et à l'air conditionné. Ce bloc d'alimentation s'active quand l'avion est sur la piste de décollage. Ce n'est pas la source principale d'énergie dans les avions. Une fois que les moteurs sont allumés, le bloc d'alimentation se désactive. Il s'active ensuite au moment de l'atterrissage. Les turbines sont situées sous les ailes de façon à ce que la maintenance des engins soit plus rapide, moins chère et plus simple. Avant, elles étaient placées sur les gouvernes, mais cela demandait des équipements plus chers et beaucoup plus de temps pour les réparations. Quand on a commencé à placer les turbines sous les ailes, les prix des billets ont commencé à diminuer. Sur la plupart des avions, si tu es assis devant les sorties de sécurité, tu dois soulever le cache-hublot au lieu de le baisser, contrairement à tous les autres cache-hublots des autres rangées. C'est une question de sécurité. La sortie de sécurité sur l'aile est faite pour faire sortir les passagers le plus rapidement possible en cas d'urgence. Sur les avions, certaines portes restent attachées aux charnières et à la carlingue, alors que d'autres se détachent totalement. Mais la poignée d'urgence se situe au-dessus du hublot. Cette poignée est indispensable pour ouvrir la porte. Il y a une autre poignée à l'extérieur de l'avion. Les secours l'utilisent pour ouvrir la porte de leur côté. À cause de cette poignée, il n'y a pas la place pour que le cache-hublot se rétracte au-dessus de la fenêtre. Mais il y a suffisamment de place pour le cache-hublot en dessous de la fenêtre. Tout est clair maintenant. Tu peux soulever l'accoudoir de droite quand tu es assis côté couloir. Le verrouillage se trouve sous l'accoudoir. Ce n'est pas un bouton, mais un petit levier situé vers le dossier du siège. Tu peux lever l'accoudoir pour que les autres passagers s'assoient à leur place. Pareil pour l'accoudoir de gauche quand tu es côté fenêtre. Tu peux le soulever et t'appuyer contre la paroi. N'oublie pas de remettre les accoudoirs dans leur position d'origine pendant le décollage et l'atterrissage. Les avions emploient en général une petite mais puissante remorque à terre dans l'aéroport pour sortir en marche arrière de leurs emplacements de stationnement. Mais ça ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas aller en marche arrière sans assistance. Pour ce faire, ils devraient utiliser la poussée inversée et le courant créé par cette poussée pourrait entraîner des débris dans les moteurs ou causer des dommages aux véhicules à terre, à la porte d'embarquement ou au personnel à terre. De plus, cette manœuvre serait très énergivore et bruyante. Les pilotes d'avion n'ont pas de rétroviseur comme les chauffeurs et ils ne voient pas ce qui se passe à l'arrière. Tu sais maintenant pourquoi cette procédure risquée est interdite dans les aéroports. Les ailes des avions sont lisses afin que l'air circule facilement autour de leur surface et pour réduire la résistance en vol. Mais ces crochets jaunes convexes là, est-ce qu'ils ne réduisent pas l'aérodynamisme ? Ils sont pourtant nécessaires en cas d'urgence. Imagine que ton avion doive effectuer un amérissage d'urgence en pleine mer. L'avion glisse sur la surface de l'eau, les bateaux de secours arrivent pour évacuer les passagers. Avant l'ouverture des portes, les toboggans d'urgence se gonflent. Les passagers doivent marcher sur l'aile, puis glisser sur le toboggan. Mais la surface des ailes est glissante à cause de l'eau. Afin que personne ne tombe, les stewards installent une corde de sécurité qui part de la porte, va jusqu'au bout de l'aile en passant à travers ses crochets. Pendant l'évacuation, les passagers se tiennent à cette corde comme si c'était une main courante d'escalier. Ils peuvent aussi attacher les bateaux de sauvetage à l'aile avec une corde à travers ces crochets afin que l'eau n'emporte pas les passagers loin de l'avion. Quand les hôtesses de l'air traversent la cabine pendant le vol, elles touchent les étagères au-dessus des sièges. Non, elles ne sont pas en train de vérifier que les compartiments à bagages sont bien fermés. Il y a des poignées cachées en dessous de ces compartiments. Les hôtesses s'y tiennent pour ne pas tomber. C'est assez pratique car elles peuvent ainsi éviter de toucher les dossiers des sièges en dérangeant les passagers pendant qu'elles se déplacent le long de la cabine. Tu as déjà remarqué que parfois la lumière de l'avion clignote avant le décollage ? Pas d'inquiétude, c'est que le pilote a déconnecté l'avion du système énergétique de l'aéroport et il est passé au système de bord. Cette transition rapide peut causer les clignotements. Les passagers montent toujours dans l'avion par la gauche. C'est parce que le commandant est assis de ce côté de la cabine et c'est plus simple pour lui de s'aligner correctement à la passerelle aéroportuaire en ayant la porte de sortie à sa gauche. De plus, le ravitaillement et l'embarquement des bagages se font par la droite. Si les passagers montent du côté gauche, le personnel peut continuer à travailler tranquillement. Tu as peut-être remarqué ces triangles noirs sur les parois au-dessus des sièges. Pour toi, en tant que passager, ils indiquent probablement les sièges qui ont la meilleure vue sur les ailes, d'où tu peux prendre les meilleures photos. Mais figure-toi qu'ils ne sont pas là pour ça.
Les membres de l'équipage contrôlent les conditions de l'avion à travers les fenêtres qui se trouvent sous ces indicateurs. Si les ailes gèlent, si les moteurs prennent feu ou si le pilote reçoit un signal de danger, c'est là que l'équipage va aller pour faire un compte-rendu de la situation. Ces sonneries mystérieuses que tu entends pendant le vol sont une sorte de langage secret que l'équipage utilise pour communiquer. La sonnerie que tu entends peu après le décollage informe l'équipage que les trains d'atterrissage sont en train d'être rétractés. Une seule sonnerie pendant le vol indique qu'un des passagers a besoin de l'assistance de l'équipage. Quand ils servent les repas et qu'ils sont à court de boissons, ils peuvent demander à leurs collègues de partager en utilisant la sonnerie aiguë puis grave. 3 sonneries graves à la suite indiquent que l'avion va traverser une zone de turbulence, donc que l'équipage doit attacher ses ceintures. La ceinture de sécurité d'un avion n'a pas précisément la même utilité que la ceinture que tu as dans ta voiture. La ceinture de la voiture te protège des chocs horizontaux. Quand un avion traverse une zone de turbulence, il est secoué de haut en bas. La ceinture au niveau de ta taille t'empêche de te cogner au plafond. La tablette, le fermoir de la ceinture et la poignée de la porte des toilettes sont des nids de bactéries. Les poches sur les sièges ne sont pas mieux. Les passagers y laissent leurs mouchoirs ou leurs lingettes usagées qu'ils ont utilisées pour se moucher ou pour tousser. Ce sont aussi des récipients pour d'autres types de déchets. Même si ces déchets sont jetés, les bactéries restent dans leur nid douillet, la poche du siège. Le passager suivant devient leur nouvelle cible. L'extrême chaleur est l'une des conditions météo susceptibles d'empêcher un avion de voler. L'avion vole en générant de la portance avec ses ailes. L'air sous les ailes soulève l'appareil. Avec une chaleur extrême, un avion ne peut pas générer suffisamment de portance. L'air chaud se dilate et devient moins dense que l'air froid. Cette diminution de la portance fait que l'avion aura beaucoup de difficultés à décoller et à voler. L'appareillage électronique ne répondrait pas aussi bien en cas d'extrême chaleur et d'humidité, et le système de climatisation pourrait céder. Les jets de petite taille peuvent voler à des températures de plus de 48 degrés. Les Airbus et les Boeing plus grands fonctionnent mieux au-dessous des 52 degrés.